Bonsoir. Quel plaisir d'être avec vous ici pour parler de fusion-acquisition. On va avoir une petite discussion entre nous. J'ai quelques questions pour eux. Vous allez voir, la discussion va démarrer. Et ensuite, on prendra vers la fin les questions de l'audience. N'hésitez pas à les poser en anglais ou en français. Là, c'est pour vos questions. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-ci. Un MBA, McGill, HEC, on a un bilinguisme. Enfin, on ne dit pas qu'on est bilingue. On est seamless. On est capable de passer d'une langue à l'autre sans trop de difficultés. Alors, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec toi, Guillaume. On avait parlé, de qualité de conseiller d'entreprise, comme avocat, donc tu accompagnes des entreprises dans le processus de fusion-acquisition. Et j'aimerais t'entendre sur la question de, maintenant, vendre comme acheter une entreprise, c'est une option normale, habituelle, dont le caractère a pas mal changé depuis quelques années. Effectivement, Louis. Mais tu y faisais, je pense, pas mal allusion tout à l'heure dans ta présentation, d'introduction. Les fusions-acquisitions, aujourd'hui, c'est pratiquement quelque chose qu'un entrepreneur, qu'un propriétaire d'entreprise auquel il devrait songer dès les premiers moments de son entreprise. Moi, quand j'ai commencé ma jeune carrière, là, on avait les baby boomers, les entrepreneurs là, qui étaient propriétaires de leur entreprise, qui voyaient les fusions-acquisitions, le moment où ils devaient se départir de leur entreprise comme étant un mal nécessaire. Ils étaient pratiquement en deuil s'ils devaient le faire. C'est plus ça aujourd'hui. Les fusions-acquisitions aujourd'hui, c'est beaucoup plus une opportunité de transition, de croissance de l'entreprise. Il faut que ce soit perçu comme une stratégie de sortie par l'entrepreneur, mais j'ai envie de dire, l'entrepreneur, il ne faut pratiquement pas qu'il le voie comme une opportunité pour sortir. Les fusions-acquisitions aujourd'hui, l'acheteur, il voit le vendeur comme un partenaire et il va vouloir, bien souvent dans les transactions, qu'il demeure en place pour assurer la continuité de l'entreprise. Je pense que la majorité des acheteurs, maintenant, ont réalisé que la vraie valeur dans une entreprise, c'est pas tant les actifs intangibles, mais c'est vraiment les humains qui ont amené le projet là où il est. Puis c'est beaucoup, oui, les fonds d'investissement, tu les as mentionnés dans ton introduction, les private equity, qui ont amené un peu cette mentalité-là de dire on n'acquiert pas une entreprise dans le but de se débarrasser du management, non. On acquiert une entreprise parce qu'on fait confiance au management, on veut qu'elle conduise l'entreprise là où, qu'elle suive le chemin qu'elle a continué. Et même, il y a d'autres acquéreurs stratégiques maintenant qui ont le même genre de philosophie. Et les vendeurs, c'est comme ça qu'ils doivent maintenant le voir, ils doivent voir ça comme une opportunité. Je pense que la nouvelle génération d'entrepreneurs le voit de plus en plus comme ça, et plus comme un moment où il faut qu'ils se départissent de leur bébé puis qu'ils vont devoir être en deuil. Et je pense que le chiffre se fait, mais c'est un message de base que j'aimerais que les gens aient aujourd'hui. J'aimerais que les gens aient aujourd'hui en sortant d'ici, c'est de dire si vous avez une entreprise puis que vous envisagez peut-être possiblement de la vendre dans un horizon pas trop lointain, bien, voyez ça comme quelque chose de positif qui va permettre de faire croître l'entreprise. Vraiment, et non pas comme on laisse le bébé à quelqu'un d'autre puis on s'en va. Une option normale. Normale, vraiment, c'est une étape naturelle. Exactement. Et puis là, Rita Rose, tu nous parlais précédemment que oui, maintenant c'est fréquent, habituel d'acheter et de vendre, mais les taux d'échec aussi sont élevés. Ça arrive souvent qu'il y a des difficultés qu'on rencontre. Pourquoi, selon toi? Les statistiques qu'on connaît, c'est que jusqu'à 80% des fusions-acquisitions ne réussissent pas. Ce n'est pas tellement des échecs qu'elles ne rencontrent pas les objectifs que les parties avaient pour réaliser. Souvent, les raisons de ça sont reliées, et plus souvent qu'autrement, à des raisons d'absence d'alignement entre les partenaires, d'absence d'intégration des cultures. Alors, de mon côté, dans les pays émergents, c'est déjà assez difficile d'aller investir dans les pays émergents en Asie, en Amérique latine, qu'on utilise beaucoup les fusions-acquisitions, même si je fais principalement de l'immobilier, c'est qu'à l'extérieur, on ne pourrait pas acheter un immeuble par un immeuble pour composer un portefeuille, alors on achète des participations dans des compagnies où on fait des co-entreprises avec des partenaires locaux. Mais j'ai travaillé sur d'autres marchés, puis je pense que la règle première pour le succès d'une transaction de fusion-acquisition, c'est la qualité du partenaire. C'est sûr qu'on le fait pour une croissance plus rapide, puis aussi une raison de marché. Mais la qualité du partenaire, l'alignement se traduit d'une part dans le côté soft, c'est-à-dire
c'est-à-dire les valeurs, vérifier les valeurs, l'éthique, la gouvernance des partenaires. Ça se fait, des fois, ça nous prend 2-3 ans pour faire des vérifications diligeantes à ce niveau-là. Vérifier la qualité du personnel, pas juste de direction, pas juste les individus qui négocient, mais descendre dans l'organisation, voir qui prend les décisions, comment les décisions se prennent, comment les équipes travaillent. Et les règles d'éthique aussi. Donc ça, c'est critique, en fait, particulièrement pour les marchés émergents, mais partout. Et puis là, il y a le côté plus financier où l'alignement est également critique. Tu parlais, Guillaume, ou Louis, des firmes de private equity comme étant des partenaires recherchés. Oui, c'est vrai, mais en même temps, si ton objectif, c'est de faire des rendements rapidement, donc investir puis sortir dans un avenir rapproché, puis de faire des dividendes, puis de faire des rendements, peut-être. Mais si ton objectif, c'est d'investir à long terme, les fonds d'investissement ont des horizons plus limités. Alors, il faut juste au départ savoir c'est quoi mes objectifs. Puis, si je suis un investisseur long terme, puis je veux un partenaire avec qui je vais être capable de croître, est-ce qu'il va être capable de croître? Quel est le pourcentage économique, le skin in the game qu'on va appeler, où il est aligné avec moi pour réussir? Quel est le régime de rémunération du management de la compagnie et les régimes de bonification du partenaire? Est-ce qu'il est aligné avec l'exécution des objectifs qu'on a? Ça peut être soit de déployer du capital, ça peut être des objectifs de rendement. Alors, ça a l'air facile à dire, c'est probablement écrit dans des livres partout, mais dans la vraie vie, faire cette vérification diligente-là, puis ensuite être sûr que l'exécution, qu'on est capable d'exécuter avec les équipes et comment on va le faire. Puis ensuite, si les alignements économiques sont mis en place, on a besoin également de structurer les clauses de sortie comme il faut s'il arrive des conflits, si on doit sortir, c'est quoi les leviers que les partenaires peuvent avoir dans des négociations éventuellement si ces événements-là arrivent. Alors, c'est un paquet de choses qui sont critiques à la réussite des partenariats. Puis souvent, on a un engouement sur le plan d'affaires où la croissance, les pays ont des rendements, on aime les gens, il y a de la chimie entre les gens. Ça arrive des fois qu'on a plus d'engouement là, puis la rigueur de faire tout ce processus de vérification diligente-là peut quelquefois être un peu escamoté, mais je pense que faut juste rappeler ce soir l'importance que ce qu'il y a d'abord et avant tout, comme Pascal le disait plus tôt, en arrière des fusions-acquisitions, c'est le côté humain. Il faut que tu travailles avec des gens que tu aimes, mais qui ont les mêmes valeurs que toi, puis qui veulent arriver aux mêmes places que toi, puis qui vont que ça va bien aller si on rencontre des difficultés. Alors, pour faire tous ces choix-là, c'est comme un mariage, effectivement, il faut prendre le temps d'examiner ça autant que les dollars dans une transaction. Donc, il y a des risques. Parfois, ça ne fonctionne pas, malheureusement. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on achète, finalement? Ouais. Mais je vais passer à Pascal. Pascal est particulier parce que durant son EMBA, il a dit « Moi, je n'en ferai pas d'acquisition. » Il semble que tu aies changé un peu d'avis, ou du moins ton opinion a évolué, puis ça a commencé avec une fusion. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ton histoire? Certainement. Oui, ça a vraiment changé. Puis, comme on disait tout à l'heure avec Rémi, on finit aussi par avoir la piqûre quand on est entrepreneur et on réussit une première fusion-acquisition. C'est toujours quelque chose de très, très stimulant. Ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, j'avais essayé de faire croître mon entreprise de manière organique, en essayant d'offrir des nouvelles lignes d'affaires, embaucher du personnel. Et sincèrement, ça a toujours été des échecs. C'était très difficile. Et un peu un concours de circonstances. Si vous ne connaissez pas Atypique, nous, on travaille avec des organismes de charité et des organismes à but non lucratif. C'est 100% de notre clientèle. Et vous pouvez imaginer, dans le monde dans lequel on est, ils font face à des enjeux qui sont très, très, très difficiles, sous-financement au niveau des gouvernements. Les entreprises sont rendues très, très strictes dans les domaines auxquels ils donnent, manque de main-d'œuvre, difficulté à travailler avec les nouvelles technologies. Donc, c'est un monde très, très, très complexe et ça devient de plus en plus difficile d'être capable d'amasser des fonds pour être capable de donner à manger, donner un toit pour ceux qui en ont besoin. Et c'est à ce moment-là que 2 de nos clients de l'entreprise dont j'ai fait l'acquisition, qui s'appelait Tactique Direct, qui sont venus nous voir en disant « Ce serait le fun que vous travailliez ensemble pour répondre à aux enjeux auxquels on fait face. Et puis, on ne trouve pas dans le marché personne qui est capable d'y répondre en tant qu'une seule entité. Donc, peut-être avec 2 joueurs de l'industrie qui sont importants, vous allez pouvoir trouver des solutions. »
Et bien, c'est comme ça que j'ai eu ma révélation. On a commencé à travailler sur ces mandats-là. Ça s'est soldé par des beaux succès. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic en me disant, en fait, notre secteur fait face à des enjeux hyper difficiles. Personne ne peut y répondre. Donc, peut-être que la meilleure solution serait pour nous de se fusionner. L'entrepreneur avait 62 ans, près de sa retraite. Moi, un peu plus jeune. Donc, je me suis dit, je vais lui proposer. Et c'est comme ça qu'on a décidé de fusionner. Depuis ce temps-là, bien, ça fait déjà 2 ans et ça a été une aventure vraiment formidable qui a été très bénéfique non seulement pour nous et pour moi comme propriétaire, mais aussi pour nos clients puis pour le marché en général. Ah, ce sont les clients qui ont suggéré. Oui, il faut être à l'écoute des clients. Des fois, ils ont des bonnes idées. Hein? Tu as souvent raison. Écoutez le client, écoutons le client. Oui. Alors là, on vient d'entendre un entrepreneur qui est un acheteur. Là, maintenant, on a un entrepreneur qui est un vendeur. Alors, Rémi, toi, c'est l'autre histoire, c'est que Fibre Noire, à un moment donné, vous avez décidé de vous vendre. Oui, absolument. Louis, pour faire un peu de pouce sur ton commentaire, moi, j'irais même plus loin. Il y a un marché de vente et d'achat d'entreprises. Et pour moi, un entrepreneur se doit d'inclure dans sa réflexion stratégique l'opportunité de considérer une transaction. Fibre Noire, c'est une histoire un peu spéciale. On a vendu l'entreprise 2 fois et entre ces 2 ventes-là, on a fait 5 acquisitions. Donc, c'est devenu une drogue. Mais disons que lorsqu'on a goûté à un processus comme celui-là et qu'on le maîtrise et qu'on développe une recette, ça devient un outil stratégique excessivement puissant. Donc, la dernière transaction est une vente qu'on a fait à Vidéotron. Donc, on s'est joint à une entreprise stratégique dans la même industrie. On a fait le choix de combiner nos forces. Mais c'est un processus. C'est pas, ça ne se matérialise pas là, à une soirée. Ça fait partie d'une réflexion stratégique. Puis, pour vous donner une ordre d'idée de la grandeur, lorsqu'on a décidé de mettre l'entreprise à vendre, dans la dernière transaction, il y avait 32 acheteurs potentiels. Donc, on avait des gens de l'Australie, on avait des Allemands, on avait des gens de la Suède qu'on a trouvé particulièrement éthiquement intéressants dans leur approche, beaucoup d'Américains, et on avait 2 types d'acheteurs, et ça, c'est vrai dans toute transaction. Guillaume, tu pourras aussi sauter dans la conversation, mais on avait des stratégiques, donc des entreprises de télécom, on était en télécommunication, donc à toute fin pratique, même la plupart du temps des compétiteurs, donc ça donne une dynamique dans le processus qui est très intéressante parce qu'on ouvre le kimono, comme on dit. Mais on avait ces fameux private equity, donc des gens qu'on appelle des sponsors, qui, eux, veulent financer l'entreprise et veulent assurer la prochaine phase de croissance. Donc, d'avoir ces deux joueurs-là autour de la table donne un choix et vient alimenter cette réflexion stratégique. Qui pour nous s'est terminé avec un partenaire qui vient d'ici, donc on était aussi fiers de ça. Ça, croyez-le ou non, compté dans la décision de choisir Vidéotron là, comme partenaire. Mais à la base, moi je reviens beaucoup à ça, je côtoie énormément d'entrepreneurs et lorsque je raconte mon histoire, le premier réflexe c'est de dire, on pensait que c'était impossible, nous, faire des transactions puis que des partenaires financiers sont rares et se trouvent difficilement. C'est tout à fait faux. En fait, il y a un marché qui est présent et qui est excessivement dynamique. Là. Puis moi, si je peux peut-être faire Rémi m'a piqué au vif sur la notion des acheteurs potentiels. On parle beaucoup des fonds de private equity. Il ne faut pas les voir comme les gros méchants qu'ils sont nécessairement. Il y a beaucoup cette image-là les fonds d'investissement, c'est des gros méchants. Il ne faut pas les voir nécessairement comme ça. C'est vrai, Rita, tu as tout à fait raison qu'ils ont un horizon d'investissement à court terme. Mais comme tu le mentionnais aussi, c'est important de savoir qu'il y a un alignement d'intérêts. Savoir avec qui, je pense que l'entrepreneur qui vend un fonds de private equity doit savoir avec quel genre de bête il fait affaire. S'il comprend avec qui il fait affaire, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ces partenaires-là. Et même les stratégiques, puis je soupçonne, Rémi, que dans tes 32 acquéreurs, qu'il n'y avait peut-être pas de si grande différence que ça dans leur approche, parce que les stratégiques, maintenant, s'inspirent beaucoup des fonds de private equity dans leur approche. Donc, tout est une question de savoir, autant pour le vendeur que pour l'acheteur, avec qui on est en train de négocier. C'est la clé. La chose certaine, c'est qu'ils ont souvent, ces firmes-là de private equity ont
ont souvent une expertise plus accrue dans la réalisation de ces transactions-là, puis dans le succès de ces transactions-là, parce que c'est leur mandat principal de générer des rendements. C'est vrai que c'est un partenaire expert, comme je dis. Ça dépend juste c'est quoi ton plan d'affaires de base, est-ce que c'est long terme, court terme, mais il y en a de plus en plus, ça c'est certain. Il y a beaucoup de capital, de plus en plus de capital de mis dans les mains de ces firmes-là, donc il y a des opportunités sans doute. Vous avez tous souligné le mot « qui ». Il semble, lorsqu'on parle d'acquisition, ce n'est pas le quoi on achète, c'est qui. Qui nous achète, qui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot « qui » revient systématiquement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là, justement sur l'importance du « qui » donc, c'est une référence au côté humain, aux personnes dans l'organisation. Ce n'est pas seulement des actifs, comme je disais, ce sont des personnes avec qui on va s'associer d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai fait brièvement allusion tout à l'heure. Je pense que les fusions-acquisitions, c'est le principal changement qu'elles ont vécu depuis les 10 dernières années. C'est qu'autrefois, les acheteurs achetaient des quoi, maintenant, ils achètent des qui. Les fonds d'investissement ont toujours eu cette approche-là. Il fallait qu'ils fassent confiance à l'équipe de direction, mais maintenant, c'est le secteur des fusions-acquisitions en général, moi, je pense, est devenu comme ça. On regarde l'équipe de direction, c'est avec qui on s'associe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est à toute fin pratique l'expérience que nous avons vécue à 2 reprises. Nous, on a fait notre première transaction où on a fait affaire avec Novacap, qui est le plus gros private equity ici au Québec, qui a été une transaction qualifiée de réussie là, par à peu près tous les observateurs de l'industrie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on était aligné, donc le qui était encore une fois excessivement important. Nous avions un plan de croissance qui était ambitieux, on avait besoin de capital, d'une entreprise qui est très intense sur les capitaux, et nous désirions apprendre cette fameuse recette-là d'acquisition pour également poursuivre notre croissance par l'acquisition. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, lorsque c'est notre première entreprise, on est jeune, d'aller chercher ce savoir-là et ce partenaire financier qui amène outils, expertise, analystes autour de la table, pour nous, ça nous a permis d'abord d'apprendre, de faire nos premières transactions d'acquisition avec ces gens-là, puis je dirais nos 2 dernières acquisitions, qui ont été une acquisition d'actifs et une acquisition d'une entreprise, on les a fait à toute fin pratique, là, sans eux. Ils ont écrit le chèque en bout de piste, là, ils nous ont supportés là, de loin. Donc, c'est cette expertise-là qu'on a mis sur la table pour ensuite, pour remettre l'entreprise à vendre et tenter d'en obtenir la valeur la plus importante. Là, on est en business. Comme entrepreneur, on va aller chercher le maximum de valeur du modèle d'affaires. Puis ça, cette expérience-là a compté énormément dans notre dernière transaction. Et pour ceux qui ne le savent pas, Vidéotron, on fait la transaction sur une hypothèse, une prémisse de base de garder le modèle d'affaires de Fibre Noire unique, autonome, opérante par elle-même. Donc, encore là, Guillaume, pour supporter ton point, c'est de plus en plus, on le voit de plus en plus dans l'industrie, les grandes entreprises achètent de petites entreprises, ils vont y chercher une expertise et ne l'intègrent pas de peur de détruire la valeur de cette entreprise-là. En termes aussi, le côté humain... Désolé. C'est pas ça. Le côté humain, c'est primordial. Quand on achète une entreprise, je pense que ça demande aussi beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie, d'être vraiment à l'écoute de l'autre entreprise. Nous, c'était un peu unique parce que l'entreprise dont on a fait l'acquisition avait 3 fois notre taille, donc on était un petit joueur qui arrivait puis qui pouvait avoir l'impression qu'on avalait un monstre. Et finalement, la manière qu'on l'a abordé, ça a été vraiment avec beaucoup de transparence, beaucoup de communication. J'ai pris le temps personnellement de rencontrer les 50 employés un après l'autre, peu importe leur rôle dans l'entreprise, qu'ils soient au télémarketing ou directeur, leur donner le temps de s'exprimer, de leurs craintes, donner vraiment ces forums-là, c'est très important. Et une fois qu'on a pris vraiment le temps d'écouter durant la transaction, après la transaction, c'est aussi de créer un projet, une vision commune qui va vraiment les motiver parce que pour nous, comme entrepreneurs, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect financier qui est important, mais aussi il faut s'assurer qu'il y en a pour tout le monde. Donc, si on fait une acquisition, une fusion, s'assurer que oui, les clients, ça va avoir un bénéfice, une plus-value, mais aussi les employés. Alors, nous, on a passé beaucoup de notre temps, fait la majorité de notre temps, non pas à ce qu'on était pour présenter à l'externe aux clients, mais plutôt à l'interne avec un plan
qu'on remettait à jour là, chaque semaine, où le focus était vraiment les employés, c'est eux les plus importants dans l'entreprise. S'il n'y a pas d'employés engagés, on n'a pas une entreprise, surtout dans le domaine de la consultation, on ne peut pas avoir du succès. Donc vraiment, ça a été de mettre le focus sur les employés et ça, je pense que ça fait vraiment une grande différence et leur faire comprendre c'est quoi la vision derrière l'acquisition. Pour nous, ça en était une de consolidation parce que le marché en avait besoin, les clients demandaient ça, il fallait être capable de pouvoir répondre à des besoins qui étaient de plus en plus complexes et ça, bien, les gens l'ont bien compris puis étaient heureux de participer à la réalisation de cette vision-là. Et là, vous venez de compléter une acquisition à Toronto. Oui. Marché différent, culture différente. Oui. Et cette approche-là de gestion du changement, cette approche humaine-là, doit devenir encore plus importante. Oui, tout à fait. Puis, une fois qu'on en fait une, on dirait qu'on développe sa recette. On a appris en lisant beaucoup dans le MBA, entre autres, avec toutes les expériences de mes collègues qui n'ont pas été super concluantes. On apprend un peu comment faire, puis ensuite, je pense qu'on se fait son propre modèle dans lequel on est à l'aise, puis à la fin, ça nous sert et c'est de plus en plus facile, que ce soit à Toronto ou à Montréal. À la fin, c'est quand même sensiblement la même chose. Okay. So making acquisition is a competence that organizations should consider. Developing, supporting, so to be a good acquirer, you must have been a good seller, and to be a good seller, you need to be also an acquirer, something like that? I think these are two, well, you can, yes, but typically, and it depends on the organizations, but typically you'll have some people that are really specialized in this disposition process selling. Selling is a very different mindset. Acquisition is a different mindset too. So we will, in our organization, we have people that excel at dispositions and people that excel at acquisitions. And I think it's a know-how that you need to develop as a business. Obviously in all of the transactions that I've made, I've seen big companies that were not so good at doing M&A, mergers and acquisitions. I saw small companies that were very good at it. Remy mentioned how he was much better at it at the last transaction than he was at the first one, and didn't even need the help of Novacap, but that's the truth. It's something that you learn how to do it only after doing many transactions. We talk a lot about the lack of success that we can see in M&A, the fact that the acquirer doesn't necessarily achieve all the synergies that they hope to do when they decide to go into the M&A process. But from my perspective, I still think it's very much a result of the lack of preparation, the lack of knowing how to do an M&A. The human factor of wanting to close a transaction because you started it is still too much taking place, and there's still too much pride in many of the mind of the entrepreneur, the management of the acquirers. The ones that are the best at it are the ones that do a lot of transaction, notably because they don't care if they don't close the transaction. They follow their plan. First of all, they have a plan and they follow it, and they keep the emotional aspect totally out of it. And that's still the key, as in many other, as in all. I lost my. Still, as in everything, preparation is key. And to your point, Guillaume, we see a lot, and we talk a lot about the transaction that actually happened, but we don't see those who fail during the process. And it's a huge learning experience. Those transactions that fails most of the time, you learn more than those who actually happen. And there's, to my opinion, those who stick to the plan, keep focus, try to keep the emotion out of the deal, are those who make the best transaction. And in order to do that as an entrepreneur, you have to rely on other people. You have to surround yourself by lawyers that have a practice of doing M&A, which is different than any other practices, accountant firms, investment bankers. I mean, those guys do that. That's their core job. So, and they're there to create some value for the seller, but also for the buyers, because they keep that process transparent. They try to
enable people to see the real value of the deal and try to keep the emotions away. And that's really Donc, important. vous n'avez pas nécessairement tous les savoir-faire, mais il y a des conseillers autour qui peuvent venir justement. Et donc, de demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide pour compléter les transactions, c'est un facteur clé de succès. Avec l'aide externe, mais aussi à l'interne. À l'interne. Moi, je trouve que ce qu'on oublie des fois, c'est d'identifier les principales personnes qui ont le talent et les forces pour intégrer, pour procéder à la phase post-closing, puis faire l'intégration autour dans votre équipe de direction ou même au niveau, aller dans toute l'organisation au niveau opérationnel, parce que les équipes de direction se parlent, négocient, se rencontrent, mais la vraie réalité, c'est que ça va se passer au niveau des équipes opérationnelles à bien des niveaux. Puis je pense que la communication, puis Pascal peut peut-être en parler plus que moi parce qu'il a vécu ça récemment, la communication interne est clé, il n'y en a jamais assez. Jamais assez. En fait, j'aurais aimé rebondir sur... on dit pas d'émotion, mais moi, j'aimerais ça dire quand même un peu d'émotion. La plupart des fusions-acquisitions, dont celles que je fais, c'est des PME, c'est des petites entreprises, des moyennes entreprises. Donc, souvent, c'est une personne qui était derrière ou une famille durant longtemps. Donc, moi, j'aime bien le mélange des deux. Moi, j'aime le mélange d'avoir des conseillers solides. Nous, ça a été EY qui nous a accompagnés depuis le début. Ça a été toujours fabuleux, l'aide qu'ils nous ont donné, les conseils, la BDC, d'autres institutions, qui ont été formidables, mais en même temps, il y a le côté aussi humain, le côté émotif qui est quand même aussi intéressant dans la transaction, parce que souvent, c'est quelque chose qui fait peur aussi aux vendeurs. Veut pas encore aujourd'hui, en tout cas moi, dans les expériences que j'ai eues, dont une qui s'est avérée être un échec, c'était vraiment la peur du vendeur, qui à la fin, là, que tout est entendu, ça l'avantage, c'est une meilleure transaction pour lui que pour moi, mais à la fin, il ne veut pas signer, mais c'est purement humain, c'est la crainte, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas croire que je laisse tomber toute cette portion-là de ma vie, c'est 25 ans, puis finalement, je pensais que je n'étais pas prêt, je suis désolé, mais c'est comme ça. T'sais. Donc, cet aspect-là, c'est pas toujours évident. C'est quand même quelque chose avec lequel on doit dealer toujours quand même. Côté humain. Moi, j'ai envie de faire du pont là-dessus, c'est que on parle beaucoup de la communication. Je pense que c'est vrai avec les conseillers aussi. C'est vrai avec les partenaires, c'est que c'est la clé du succès dans tout ça. Moi, comme conseiller, souvent les clients qui vont... en fait, c'est que pour le client, c'est important, oui, d'être bien conseillé, d'aller chercher les conseillers externes et d'aller chercher l'expertise à l'interne, mais il faut les écouter. C'est une chose d'aller chercher tout ça, mais ultimement, si la personne qui est le project manager qui lit la transaction n'écoute pas les gens vraiment, ça va nulle part. Moi, comme conseiller juridique, je suis souvent impliqué dans plein de transactions, mais je n'ai pas la même attention d'un client à l'autre. Et les clients qui m'écoutent le plus, c'est souvent ceux qui ont fait plein de transactions, alors qu'en théorie, c'est eux qui devraient connaître ça plus que d'autres. Mais au contraire, eux, ils savent à quel point c'est important. Et ceux qui m'écoutent le moins, c'est généralement ceux qui n'ont pas, ça peut être des grandes ou petites entreprises, peu importe, mais qui n'ont pas fait beaucoup de transactions. Communication, c'est la clé. Communication. Et toi, Rémi, tu nous as parlé de ton roadshow qu'il fallait que tu fasses à l'organisation. Ça, c'est l'autre côté de la communication. Toi, exact. Tu voulais provoquer la communication. Bien, oui, d'abord et avant tout, une acquisition, c'est un choc. On le mentionnait tantôt, on n'implique pas assez les gens dans l'organisation. C'est un peu une dichotomie dans le sens où on aimerait impliquer le maximum de personnes, mais c'est souvent des négociations qui se font à cercle fermé, très stratégique. On va tenter de maîtriser le message et ça, c'est très difficile pour des entrepreneurs qui sont près de leurs employés, de leur staff, qui ont une culture. Nous, on est une entreprise de technologie très peu hiérarchique, très transparente. Ça a été émotionnellement excessivement difficile à chaque transaction. Puis on n'apprend pas de ça. Tu as un peu raison qu'il y a toujours de l'émotion, évidemment. Ceci étant dit, une fois la transaction effectuée, il faut communiquer. Il faut, tant à l'interne qu'à l'externe, et il faut expliquer ce qu'on appelle la rationnelle de la transaction. Donc, derrière une acquisition et une fusion, il y a toujours the transaction rationale qui doit être vulgarisé pour l'ensemble des parties, que ce soit les clients, que ce soit les employés, et ce, des deux côtés des organisations. Et ce n'est pas toujours facile. Dans notre cas, on a été acquis par une grande entreprise. On est une petite goutte d'eau dans l'océan. Donc, évidemment, ces gens-là ont leur plan stratégique, ils ont leur culture, ils ont leurs priorités, leur plan annuel de 3 ans, de 5 ans, et soudainement, nous apparaissons dans le décor. Et malgré le fait qu'on ait négocié à très haut niveau et que, bon, on s'entend, tout ça, transaction champagne,
Après ça, il faut opérationnaliser la transaction et dans notre cas, il a fallu carrément prendre le bâton du pèlerin, ce qu'on est encore en train de faire d'ailleurs 1 an et demi après la transaction, connaissant la rigueur de ce qu'une intégration peut représenter, pour l'avoir fait à plusieurs reprises avant. On a dû faire un roadshow, aller rencontrer les mid-managers dans l'organisation, aller présenter l'entreprise, expliquer la fameuse rationnelle de la transaction, la vulgariser pour que chaque département la comprenne, qui est un travail colossal là, qui prend énormément d'énergie et de temps. Et ça va faire 1 an et demi que la transaction est faite, puis on est encore, nous, comme gestionnaire de business, comme leader de business, en train de communiquer cette transaction-là. Donc, ça se fait pas magiquement, là. Il y a un travail colossal à mettre sur pied. Il y a des équipes et des individus à mobiliser. Il y a de l'expertise à aller chercher la plupart du temps pour s'assurer d'une transition et d'une intégration qui est réussie, là. Et ça, c'est le point de vue de l'acheter, pas de l'acheteur. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est comment vous vendre aussi les synergies. Exactement. On espère. Exactement. J'ai juste ajouté aussi, des fois quand on parle de communication, on parle plus des rencontres, les courriels qu'on va envoyer, mais il y a aussi les symboles. Je pense que les gens comprennent beaucoup la force de symbole d'une image, ça en dit beaucoup. Moi, la première chose quand je suis arrivé dans leurs locaux, parce que comme ils étaient plus grands, il y avait des plus grands locaux, donc on arrivait chez eux. Fait que, il y avait un endroit où il y avait 4 bureaux de la haute direction et ça occupait environ 22 % là, pour être bien précis, de tout le bureau. Là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, 22 % 4 personnes, les 50 sont dans le reste. Là, ça... Alors, première chose, ça a été on met les murs, on défait tout ça et juste d'avoir symboliquement brisé cette chose-là et dire, bon, mais quel genre d'entreprise qui vient d'acheter? OK, c'est une entreprise qui est ouverte, où la hiérarchie n'est pas si importante que ça, où on valorise le bien de tout le monde. Et là, ça, c'est des choses qu'on peut pas, on peut bien le dire, mais tant qu'on ne le prouve pas, tant qu'on ne le montre pas, tant que ce n'est pas sincère aussi, nous, ça faisait vraiment partie de nos valeurs, bien là, d'en faire une salle où maintenant, qui est hallucinante, avec une salle de création, avec une douzaine de personnes qui travaillent là, et moi, j'ai juste un bureau comme tout le monde, avec une chaise un peu plus loin, puis ça fait la job et tout le monde est heureux, puis ça, je pense, c'est des symboles très forts. Nous aussi, on a même remis en question notre nom. Quand on a fait la fusion, on a dit, bien écoutez, peut-être qu'Atypique, ce n'est pas le bon nom. Est-ce qu'on pourrait revoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parlerait plus? Donc, de faire participer, puis sur des choses vraiment importantes qui ont du sens, qui sont meaningful pour les gens. Et ça, je pense que c'est une autre manière de communiquer aussi à travers des symboles vraiment forts qui vont donner le ton sur ce qui s'en vient dans le futur, qui rassure aussi, je pense, les employés. Je dois absolument contribuer à ton point parce que on fait de grandes transactions, on est dans les stratégies de haute sphère, mais on oublie souvent à travers toutes ces transactions-là le fait qu'il y a des êtres humains derrière. Et ces gens-là ont souvent des préoccupations qui peuvent être si simples à adresser, si simples, et on ne prend pas le temps de les écouter. Puis pour donner un exemple un peu particulier, dans notre première transaction, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui était basée sur la rive nord, là, dans le coin de Terrebonne, dans ce coin-là, l'Assomption. Et il y avait des gens qui venaient de Trois-Rivières pour venir travailler. Puis la préoccupation première, après avoir mis tout le monde dans une salle avec beaucoup de bière, parce que c'est toujours c'est un bon petit truc, c'est la préoccupation première qui est ressortie, c'est allez-vous fermer le bureau? Parce que nous, on a une habitude, on ne veut pas aller à Montréal, c'est un enjeu, on n'aime pas le trafic, on a choisi ce style de vie-là parce que ça nous convenait. Puis ce qu'on a décidé de faire, c'est de les écouter, mais savez-vous quoi, on va vous installer 2 bureaux. On va en mettre un à Montréal pour vous, il va vous attendre. Vous avez le choix de venir, de vous intégrer à nous, tout ça. Puis 1 an plus tard, on a fermé le bureau parce que tout le monde avait adopté le style, la culture de l'entreprise. Aujourd'hui, ça a été notre première transaction et toutes les transactions subséquentes, les employés qui arrivaient n'étaient pas capables de déterminer qui venait du fibre noir original et qui venait de cette première transaction-là, qui avait doublé notre taille. Ça, c'est ce que les grands consultants, quand on fait certaines fusions dans des compagnies de fusion-acquisition, on engage les grandes firmes de consultation qui vont nous dire, bon, ben, en premier, les 30 premiers jours, vous faites des quick wins or quick fixes, c'est important.
Ce que je dirais qui est quand même important aussi, puis que des fois c'est oublié, là, des fois tu es des années après une transaction, puis tu n'as pas encore regardé ou revisé les rôles de différentes personnes dans l'entreprise ou les processus d'affaires, ce qui fait qu'il y a beaucoup de... C'est plus difficile d'intégrer la culture dans ce temps-là, puis c'est aussi, ça devient inefficace. Fait que tout ce volet-là de processus, si tu fais affaire avec ces grandes firmes-là, vont te dire comment ça c'est important, mais c'est très compliqué. Souvent, les gens ne veulent pas adresser ça. C'est très dry comme matière, mais à mon avis, dans des opérations plus complexes, mais petites aussi, comme tu disais, dans n'importe quelle entreprise, c'est les gens qui travaillent le jour à jour, comment leur jour à jour change, comment leur rôle change, puis comment ils ne peuvent plus continuer à faire affaire exactement de la même façon. Les systèmes de technologie doivent être aussi revisés, changés. Mais ça, et des fois, c'est des bouts qui sont plus longs, plus compliqués, puis qui sont, peuvent prendre longtemps, puis plus ça prend du temps, plus ça rend la compagnie inefficace, en fait. On va bientôt terminer. On s'attend à avoir des questions là, dans quelques minutes. Non, on a fait le tour. On a parlé beaucoup du qui, du côté humain, de la gestion du changement, la valeur symbolique. Comment on pourrait quand même expliquer que même malgré toute cette expérience qu'on a, cette expertise-là, il semble avoir autant d'échecs? Autant de succès, dans le fond, à mi-teinte. On n'est pas allé aussi loin qu'on voulait. Est-ce qu'il y a encore une réflexion à faire sur comment améliorer la performance de nos fusions-acquisitions? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? J'ai quand même des champions, là. Ici, il y a des gens qui ont réussi des acquisitions. Est-ce qu'il y a quelque chose où on doit aller plus loin, où on a poussé notre réflexion un peu plus loin? Moi, c'est sûr que, puis je vais laisser mes collègues parler au niveau de l'exécution après, une fois que la transaction est complétée, mais dans le processus même d'acquisition avant la clôture, c'est un processus qui, généralement, est perfectible. Moi, je pense que beaucoup du taux de succès peu élevé provient du fait, puis j'y ai fait brièvement référence tout à l'heure, du fait que beaucoup des acquéreurs n'ont pas nécessairement un bon plan de match ou ne le suivent pas, par manque d'expérience des fois, ou parfois à cause du côté émotif, un peu l'orgueil qui est rattaché à la transaction. C'est très important de s'assurer que le processus du début jusqu'à la fin suive vraiment le plan, puis pas déroger de ça. Puis oui, on a parlé de toutes sortes de choses, on a parlé de la communication avec le conseiller, ça en fait partie, mais il faut vraiment que l'acquéreur s'assure de... Puis c'est pour ça que je parlais du côté émotif, là, c'est vraiment par rapport au plan de match. Oui, les émotions, c'est important par rapport au vendeur et le côté humain, mais l'émotion, clairement, moi, dans mon esprit, elle doit être mise de côté. C'est sur le plan là, vraiment de l'exécution. Il faut que l'acquéreur suive son plan de match. Le vendeur aussi. Il faut que tout le monde vraiment ait un plan de match et le suive et n'y déroge pas. Et ça, malheureusement, à cause des réalités de trimestriel de fin d'année, les gens se disent j'ai mis de l'énergie, j'ai mis de l'argent dans un processus, il faut que je le mène à terme. C'est l'espèce de paradigme dans lequel on est tous, qui est humain puis qui est rattaché un peu à nos réalités corporatives. C'est ça qui fait en sorte que la créature, au bout de la ligne, ne donne pas nécessairement toujours le résultat voulu. Moi, je pense que dans le processus de vérification diligente, le plan d'intégration, il faut qu'il soit intégré dans la vérification diligente avant de closer. Ce qui arrive dans les transactions, on est tellement dans le feu de l'action, c'est intense que tu oublies un peu ça, puis c'est après, c'est post-closing que là, tu commences à mettre ton plan en action. Il est déjà trop tard. Il faut que tu ailles identifier des ambassadeurs à l'intérieur de ton équipe, à tous les niveaux, pas juste dans l'équipe de direction, puis le plan d'intégration, comme je disais tantôt, pour les 30 premiers jours. Qu'est-ce que je fais qui va amener un rythme de croisière, puis après ça, c'est quoi les différentes étapes, puis annoncer ce plan d'intégration-là. Ça a l'air facile à dire, puis c'est écrit dans tous les livres. La réalité, c'est qu'une fois que tu as fait ton closing, tout le monde est fatigué, puis là, ta business, il faut qu'elle roule, puis il faut que tu ailles réaliser les rendements. Puis ce volet-là, je pense, ça prend quasiment une équipe de vérification diligente spécifique qui s'assure post-closing que le plan que tu as conçu dans la vérification diligente est mis à exécution. Donc, ça te prend un genre de bureau de... Comment tu appelles un PMO, gestion du projet en question. Moi, je pense que ça, il faut que ça soit c'est une expertise en tant que telle, puis ça pourrait être amélioré. Parce que la cause d'échec, le principal, comme on disait au début, c'est la culture qui n'a pas été intégrée.
Donc, ça, comment tu fais ça? Il faut que tu clarifies la situation pour tes gens dans un plan d'intégration qui est clair. En fait, moi, je dirais, pour l'intégration de ma part, c'est comme l'inverse. C'est bon d'avoir un plan, mais après ça, écoute les gens. Puis chaque groupe va pas, même à l'intérieur de l'entreprise, chaque groupe va pas réagir de la même manière. Donc, c'est bon d'avoir un plan. C'est important, c'est essentiel, mais il y a la stratégie émergente qui va se dégager. Puis ça, c'est important d'être à l'écoute. Puis moi, sincèrement, l'empathie et l'écoute, je pense que c'est ce qui manque le plus dans les transactions, où les gens sont très focusés sur qu'est-ce qu'ils vont retirer. Ils sont là, dans ce sens-là, émotifs négativement un peu, trop centrés sur eux, et ils oublient d'écouter l'autre et de comprendre c'est quoi les enjeux. Et des fois, tu as raison, c'est des choses là. Moi, j'en revenais pas, là. OK, c'est ça. Est-ce qu'on va encore, je vous jure, vous allez sûrement rire, mais est-ce qu'on va avoir encore la fête d'Halloween? Moi, je déteste l'Halloween, donc ça allait mal, mais j'ai dit oui, évidemment, parce que je ne voulais pas leur enlever. Mais pour certains employés, là, la fête d'Halloween, pour eux autres, c'était super important. Ça a l'air bien anecdotique, mais c'est revenu dans les... bon, OK, parfait, oui, on va avoir une fête d'Halloween, je vous promets, je vais avoir un costume. Mais des fois, c'est des choses, je taquine un peu, mais ça peut être des choses très, très simples, comme des choses un peu qu'on n'a pas pensées. Je pense que si on est à l'écoute, on va être capable de naviguer là-dedans, puis c'est vraiment la chose la plus importante. Moi, j'irais de l'oubli. On se donne des plans stratégiques, on a des hypothèses, on a une rationnelle de transactions et on l'oublie très rapidement, trop souvent, pour revenir à des réflexes tout à fait naturels. Les organisations ont des modèles d'affaires relativement fixes et c'est très difficile de les faire déroger de ce modèle-là. Je vais terminer avec une petite anecdote fantastique. Chez nous, une partie du fait, une des raisons pour lesquelles on crée autant de valeur pour nos clients, c'est qu'on a beaucoup de bière au bureau, on a des tapes, ça, les employés. Et là, nous, on fait une transaction avec un groupe qui s'appelle Vidéotron et qui a une politique éthique et morale au bureau hyper stricte sur l'alcool sur les lieux de travail. Et à peine quelques mois, et toute la transaction, la rationnelle, là, c'est on va garder Fibre Noire, création de valeur, on ne détruira pas la valeur, etc. Et puis, on reçoit cette fameuse politique qui stipule qu'on ne peut pas avoir d'alcool au bureau. Je vous garantis qu'on avait 110 démissions prêtes à signer sur le coin d'une table. Donc, ça s'oublie très rapidement, très, très, très rapidement. Fait que c'est des défis extraordinaires à surmonter. Et ça donne une adrénaline en tant que leader en entreprise qui se trouve très peu ailleurs, mais c'est sûrement parce que c'est très risqué comme stratégie. Voilà. Merci beaucoup, vous quatre. Maintenant, on va passer à vos questions. On aime beaucoup parler. Alors, vous avez des micros. Alors, si vous voulez aller au micro et procéder à votre question en français ou en anglais, selon votre choix. Vous présentez au... I'm not sure if it's working. Is it working? Why? Why? Okay. Well, my name is Cyrus. I'm in a new program. We started in September. For me, acquisition and merger has a negative connotation. It comes with it a negative culture. When I hear acquisition, I hear that it's a massive layout of the workers. And when I hear it, I'm worried about the workers. Can any of you convince me that if this process happened, merger and acquisition, the job of the workers are safe? Thank you. I can jump in. I mean, we've done those transactions, and not a single one was about cost synergy. So it is irrational sometimes. But what I see in the market and over the recent years is there's more and more of mergers and acquisition. Maybe because I have a bias. I'm in the technology industry. That are motivated by value creation, which means combining revenue synergies, market synergies. A company can benefit from a distribution network that another company
owns and operate. So I think it's one rational, but I think we see it less and less because to my knowledge, those transactions most of the time don't end up meeting the original hypothesis and rational. I even saw some transactions where if there would have not been an acquisition, the company would have closed, or a lot of people would have lost their jobs. So sometimes merger acquisition is a growth vehicle meant to continue the company and to grow the company. So I've seen cases where it was a question of saving the company and saving jobs. In our case, out of the 3 acquisitions we made, the biggest one was about that. The company was struggling for many years, and the entrepreneur was a great visionary, but not a great manager, and that was a big issue. So actually, I really do think that I save a lot of jobs because this company maybe would have not existed in 5 years or so. So I think there's also that, and I honestly never focus on cost reduction. I do not believe, even though all the consultants show me on paper, for me it doesn't matter so much. For me it's really about the growth, generating more revenues for our clients, and sharing more revenue with the employees also. So. And you see, you look in the newspaper, most of the transaction you see, I don't know, 6 times the EBITDA or 10 times or 15 times the EBITDA. I mean, you can cut so many jobs and you won't be able to pay back this transaction when the price of the transaction is quite significant. So most of the time, it's not about cost synergies, it's about something else. Competencies, skills, knowledge, technology, know-how. absolutely, Exactly. Absolutely. In firing people, laying off people there, you lose competencies and so on. So there are different ways of looking at acquisition. Yeah. Good point. Hope Cyrus answer your question. Okay. Une autre question qui vient madame, oui, merci. Allez-y. Bonsoir à vous. D'ailleurs, merci d'abord pour cette belle présentation. Moi, je suis Malik Anoubissier. Ça fait pas longtemps, j'ai commencé un nouveau mandat à la BDC. Et alors, ça fait avant à la BDC, je travaillais avec un entrepreneur, M. Charsirois d'abord, que vous le connaissez, qui a fondé l'ONG Enablis, dont j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc, ça fait près de 2 ans et demi que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, il y a une question, moi, concernant, en fait, vous parliez des émotions, et en parallèle aussi, je fais des cours de MBA, mais en ligne, et c'est marrant, la semaine passée, il y avait un chapitre, en fait, qui parle de l'intelligence émotionnelle. Et là, je me dis, je viens à la conférence aujourd'hui pour écouter, alors vous parlez, vous, des émotions, et je me rends compte que plusieurs d'entre vous n'êtes pas trop d'accord de mettre l'émotion au niveau de la transaction, au niveau fusion, acquisition, mais je me demande, est-ce que c'est pas vraiment important de considérer l'intelligence émotionnelle, pas de façon capricieuse, mais en fait pour que tout le monde soit gagnant en fait à la fin de la journée. Donc c'était ma première question. Ma deuxième question concernant Madame, vous êtes la seule femme à la table et tout. Moi je parle en tant que femme aujourd'hui. Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes, parce que moi je travaille à la BDC et personnellement je trouve que c'est encore un défi pour les femmes. Fusion-acquisition. Est-ce que d'après vous, avez-vous vécu ça au niveau des femmes entrepreneurs? Parce que souvent, il y a beaucoup d'hommes, l'entrepreneuriat c'est encore très masculin, mais de nos jours on perd de l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que vous voyez qu'il y a un impact? Je me reste à vous en fait, si vous avez rencontré au niveau des femmes qui veulent en fait ou acquérir ou bien faire une fusion dans ce sens-là. Est-ce que ça se met Donc le rôle des émotions, l'intelligence émotionnelle et la place des femmes. Bien, sur la question des émotions, moi, ce que je veux peut-être clarifier, c'est que je ne perçois pas de désaccord entre ce que j'ai essayé de décrire, ce que Pascal, par exemple, mentionnait. Je fais vraiment, moi, la distinction entre, puis je pense que l'émotion, l'intelligence émotionnelle est absolument importante. Moi, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Pascal sur le plan d'assurer la réussite de la transaction après. Là où j'amenais vraiment la distinction de mettre les émotions de côté, c'est plus quand l'entrepreneur, au niveau de l'acquéreur, au niveau du processus de négociation de la transaction en elle-même, mais pas tant au niveau des décisions à prendre après pour l'intégration de cette entreprise-là et pour assurer la transition, mais vraiment dans le processus lui-même. Et non pas les émotions tant à l'égard de l'autre partie, mais plutôt les émotions à l'égard de ses propres biais que l'acheteur va avoir. C'est vraiment d'essayer de regarder la transaction d'un point de vue
oui, humain, très important, mais dans le processus, d'essayer de mettre de côté vraiment les biais qui sont souvent influencés par les émotions. Donc, je pense que les deux cohabitent à différentes étapes et de différentes façons dans le processus. Et je ne vois pas de contradiction, moi, vraiment, entre... Je pense qu'il faut le faire, intégrer l'intelligence émotionnelle dans la transaction, mais il faut bien le faire et au bon moment. Et quelqu'un qui le fait, qui est imbibé dans l'émotion du début jusqu'à la fin, ce ne sera pas un succès. Tout à fait. Puis j'ajouterais en fait, je pense que c'est une question d'équilibre. Moi, quand je parlais d'émotions avant, bon, je pense que j'ai bien expliqué durant l'intégration, mais avant, c'était plus au niveau encore de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre aussi, puis justement, de ne pas juste être centré sur ses propres choses, puis d'avoir quand même cette intelligence émotionnelle-là, justement, pour pouvoir être à l'écoute de l'autre, puis s'assurer aussi que la transaction, on veut toujours qu'une transaction soit le plus possible gagnante-gagnante. On ne veut pas mieux réussir que l'autre, parce qu'à la fin, il ne sera pas content. Là. Le but, c'est pas le but, c'est d'essayer d'être plus près de quelque chose qui va être 50-50. Et ça, je pense que pour ça, un certain degré d'émotivité, mais pas non plus... je pense quelque chose d'équilibré, finalement. C'est plus intéressant. La plupart des transactions sont des négociations à deux parties. Puis dans une bonne négociation, on retrouve une espèce d'équilibre gagnant-gagnant. On n'est pas gagnant à essayer de tirer bénéfice d'une transaction. Ça reste. Puis je pense que si on fait un inventaire des transactions qui ont eu du succès, on va retrouver justement là, cet équilibre-là gagnant-gagnant. C'est très rare qu'on va, en tout cas de nos jours, c'était peut-être pas comme ça à l'époque, là, avoir cette impression-là d'hostilité là, dans une transaction réussie. Oui, avant la question sur les femmes, dans une négociation de fusion-acquisition, souvent ton mindset au niveau de la négociation, c'est que tu négocies pour convaincre l'autre partie, pour mettre l'autre partie à l'aise, versus une négociation au point sur la table par la force. On force, c'est la coercition. Je pense que c'est deux mindsets différents. Puis pour négocier, pour essayer de convaincre l'autre partie, puis comprendre, se mettre à la place de l'autre partie, bien ça prend l'intelligence émotionnelle. Pour les femmes, je pense que la question était adressée plus à savoir est-ce que c'est plus difficile pour des femmes qui sont propriétaires ou entrepreneurs d'entreprise, parce qu'au niveau transactionnel, je ne pense pas que ça fait de différence au niveau d'être l'entrepreneur femme ou acheteur ou vendeur. Je ne pense pas que c'est plus difficile. C'est juste une question difficile à répondre parce qu'il y en a juste pas beaucoup. Et puis, il ne faut pas se laisser influencer par le fait qu'il n'y en a pas beaucoup pour conclure que c'est plus difficile. Moi, je pense que les entreprises il y a des excellents entrepreneurs féminins sont aussi capables de mettre sur place des entreprises de grande valeur, puis aussi, si elles sont là, c'est parce qu'elles sont capables de négocier et faire leur place. Alors, je ne sais pas si c'était l'angle de la question. Ah, parfait. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci pour ce panel, c'est très intéressant. Je m'appelle Anas Benchikoun, je suis directeur de financement pour Desjardins. Vous avez parlé tout à l'heure de Evaluate Cambridge, vous avez parlé des hedge funds, vous avez parlé de la BDC. Ma question est orientée vers les banques à charte, les institutions financières à charte. Pensez-vous ou quelle est la place, selon vous, de l'institution financière à charte dans les transferts d'actions, dans les merge acquisitions? Merci. La question s'adresse à tout le panel, bien sûr. Ah, OK. C'est étonnant. Quand on est un entrepreneur social, on veut faire une acquisition, on travaille avec des organismes de charité, des organismes à but non lucratif. Je vais vous dire, trouver du financement, c'est pas évident. Parce que les gens trouvent ça risqué, comprennent pas notre modèle d'affaires. C'est assez fou. Par contre, j'ai vu vraiment dans des nouveaux projets sur lesquels on travaille, un appétit beaucoup plus grand des banques à charte là, qui vont à un très, très haut taux en termes de financement, puis beaucoup plus de confiance. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement le choix non plus aussi d'embarquer avec ça, parce que, veut pas, beaucoup d'entrepreneurs sont rendus à un certain âge, donc il faut qu'ils soient là. Par contre, c'est pas toujours facile. En tout cas, de mon expérience, c'est pas évident versus une BDC qui va un peu plus comprendre l'entrepreneur, tout ça. Moi, je pense que c'est toujours ça qui est le hic, en tout cas dans mon expérience avec les banques à charte, c'est vraiment de se mettre à la place de l'entrepreneur, de bien comprendre, et puis la gestion des risques, évidemment, qui est très différente versus d'autres.
Mais ça va à la question de l'alignement, finalement, quel genre de parce que Banque à Chartres, effectivement, il y a certaines contraintes qui sont différentes de d'autres types de partenaires. Effectivement, les firmes de private equity, le capital long terme, le capital institutionnel. Ils ont tous des profils différents. Ivanhoé Cambridge est un investisseur institutionnel, mais on a aussi, on les appelle des partenaires, ils sont des partenaires d'affaires importants qui peuvent être des banques à Chartres. C'est juste un style, c'est un alignement, puis c'est une vision, c'est un modèle d'affaires différent. Puis pour certains placements, c'est approprié. Pour d'autres, on va penser, dépendamment du plan d'affaires ou de la stratégie de l'investissement, on va penser à d'autres types de partenaires financiers. Moi, j'ai toujours dit, le capital a un degré de patience. Donc, on va retrouver des capitaux patients, on va retrouver des capitaux agressifs. Donc, encore là, pour reprendre les points qui ont été mentionnés sur ce panel, il faut bien choisir son partenaire financier et il y en a une panoplie. Donc, ils ont leur raison d'être et leur pertinence là, dans ce marché du capital-là, certainement. Souvent, je pense que la question du financement doit plus être le frein à une transaction. Je pense qu'il y a de plus en plus de sources de financement, moi, de ce que je vois. C'est sûr que, puis je rejoins, là, je vais répéter un peu ce que mes collègues ont dit, mais je rejoins vraiment, chaque financement est adapté au type de transaction. Les banques à Chartres, pour certains types de transactions plus traditionnelles, mais si ce n'est pas une transaction traditionnelle qu'un entrepreneur a à l'esprit, s'il veut acheter, ou même s'il veut essayer de trouver quelqu'un pour vendre, il ne faut pas qu'il s'arrête en se disant « ben non, je ne réussirai pas à aller chercher du financement d'une banque traditionnelle ». Il existe toutes sortes de sources de financement. Il y a des firmes de capital de risque maintenant qui se spécialisent dans les management buyout, donc le management qui, du jour au lendemain, la veille, il n'y avait pas d'action, qui se fait financer littéralement l'acquisition de l'entreprise, qui devient donc le propriétaire. Il existe toutes sortes de moyens. Évidemment, je ne veux pas le ramener, mais on a parlé beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec les fonds d'investissement. Ça reste une source que je pense qui peut être utile et très intéressante pour des entrepreneurs. Dans certains cas, c'est toute une question vraiment de choisir son bon partenaire à la bonne occasion, comme mes collègues disaient. Mais les sources de financement, c'est sûr qu'elles ne sont pas toujours là pour tous les projets, mais il y en a de plus en plus de sources variées maintenant pour rendre la plupart des transactions possibles. Merci. Merci. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Mon nom est Claude Bilodeau de GCM Consultant, une firme d'ingénierie. Ma question est au sujet de motivation pour les vendeurs. Vous avez créé une entreprise qui a eu beaucoup de succès. Vous vendez. Comment vous gardez la motivation? Je ne parle pas des troupes, mais je parle des actionnaires de Fibre Noire qui ont vendu. C'est une bonne question. Nous, on a toujours été, on se l'est souvent fait dire, on est des entrepreneurs académiques d'une certaine manière. Donc, on a toujours considéré notre entreprise comme étant une entité à part, comme vivant par elle-même. Ça l'a permis à nos employés de se l'approprier très rapidement. Donc, Fibre Noire, ça dépasse l'histoire de 3 fondateurs. Et ça s'est fait très rapidement dans l'évolution de l'entreprise. Et nous, les décisions qu'on a toujours prises ont été guidées par cette volonté de garder en vie cette entité-là, cette histoire-là. On est en technologie, la technologie évolue rapidement. On a des cycles de vie de nos modèles d'affaires dans notre industrie qui sont de plus en plus courts. Donc, ces décisions-là ont été motivées tout simplement par la survie et la croissance de notre modèle. Ça a passé par un paquet de transactions. Et pour finir comme la dernière, qui pour nous est un autre partenaire financier, d'une certaine manière, qui amène un capital différent, plus stratégique, plus patient, qui amène aussi un actif à la table qui nous permet de continuer la croissance de notre business. Et c'est ce qui nous reste et nous garde motivés. Moi, je me lève le matin, c'est pour la gang au bureau, ça a toujours été ça. Puis là, on le fait présentement avec un partenaire qui nous amène d'un coffre à outils qu'on n'avait pas. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis l'entreprise est encore en pleine croissance. On a une croissance comment on dit ça en français? Un double-digit growth.
année sur année. Et pour nous, ça permet à notre modèle de continuer d'exister. Puis c'est ce qui nous garde motivés tous les matins. C'est propre à chaque entrepreneur, je pense. Ça peut être pour des raisons de succession aussi, des fois, des entreprises familiales ou des... Alors, ça peut être une autre justification. Exact. Bonjour, Laurent Letster, donc cohorte 2019 du EMBA. Je dirige la filiale canadienne d'une entreprise allemande et ma question à vous, c'est, avant qu'on se marie et tout ça, comment on cruise? Donc en fait, la question c'est comment on qualifie d'abord une entreprise ou des entreprises et puis surtout comment on les approche? C'est une excellente question et c'est probablement la question qu'on me pose le plus souvent. Comment on veut faire du M&A, là, on est prêt, on commence par où? Évidemment, ça dépend des budgets et des moyens de l'entreprise, mais il y a des gens qui font ça dans la vie. C'est ce que je disais tantôt, on les appelle les investment bankers. Il y en a de tout type, de très gros joueurs dans l'industrie comme des petites firmes spécialisées. Ces gens-là font le travail de préparer une potentielle transaction, donc vont aller prospecter les potentiels acquéreurs, les potentielles cibles, dépendamment si on est vendeur ou acheteur. Mais je connais aussi des entrepreneurs qui ont tout simplement pris le téléphone et fait des appels. Donc, tous les moyens sont bons. Ça dépend encore là, une fois, des budgets et des moyens que l'entreprise dispose. Dans une entreprise établie, pour des raisons de confidentialité, pour des raisons, je pense, parce qu'il y a souvent il y a un élément stratégique à ça, je pense qu'il est bien de faire affaire avec ce type de professionnels-là. Évidemment, ces gens-là doivent se négocier, si vous comprenez ce que je dis, parce qu'ils vont prendre une partie de la transaction, et c'est bien correct, mais ça se négocie tout ça, puis ça se ficelle là, comme deal. De notre côté, particulièrement les marchés émergents, mais ça serait partout ailleurs, on commence dans un premier temps à identifier la thèse d'investissement ou la stratégie qu'on veut développer dans un marché quelconque. Puis on procède à identifier les 10 meilleurs partenaires, 10 ou dépendamment du marché, puis on les rencontre. Essentiellement, on va passer du temps avec tous les partenaires pour éventuellement cibler. Alors, des fois, c'est une rencontre, mais d'autres fois, ça peut être plusieurs rencontres. Puis, ça nous permet c'est comme un entonnoir, de trouver les gens avec qui on développe une meilleure synergie. Donc, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui cognent à la porte pour avoir aussi du capital. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent à nous, mais typiquement, on a un processus où on va vraiment nous faire le mapping qu'on appelle dans chaque marché. Puis nous-mêmes, on va au-devant des différents joueurs, puis ça nous permet de comparer puis d'arriver au meilleur partenaire pour la stratégie que nous, on veut avoir. Puis j'ai envie d'ajouter, premièrement, peut-être mentionner rapidement, au niveau des conseillers financiers, c'est important de bien les choisir, parce que comme Rémi le disait, ils ont un skin in the game, mais ça crée un certain alignement, disons, d'intérêt avec le fait que la transaction il y a de l'avant. Donc, ils ont quand même un intérêt à vous trouver une cible et donc à ne pas nécessairement vous décourager de cette cible-là, même si ça ne rencontre pas tout à fait les objectifs voulus. Donc, ça ne veut pas dire de vous décourager à faire affaire avec des conseillers financiers, loin de là. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Rémi et évidemment ce que Rita vient de mentionner, mais c'est tout simplement de l'avoir à l'esprit pour le prendre en compte. Mais ce que j'allais rajouter aussi, c'est de dire, au-delà de tout ça aussi, de regarder au niveau de votre réseau. Moi, comme conseiller juridique, j'ai très souvent des entreprises, des clients qui viennent me voir en disant, ou en fait, des fois, c'est même pas des clients, des fois, c'est juste des gens qui on se fait introduire, qui sont depuis l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. On a beaucoup d'entreprises françaises qui entrent en contact avec nous pour dire, bien, vous, les clients qui cherchent à vendre, nous, on est intéressés à acquérir des entreprises dans ce milieu-là, dans cette industrie-là, de telle taille à telle taille. Bien, évidemment, nous, je veux dire, c'est notre métier un peu de faire des transactions, mais de représenter des entreprises donc dans différents marchés. Donc, on a accès à un éventail. Donc, ça va être vrai de la majorité des conseillers qui vous faites affaire dans différents domaines. Donc, n'hésitez pas à aller accéder à votre réseau.
Puis même si ce n'est pas des gens que vous connaissez, d'aborder des gens, moi c'est sûr, même quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me dit qu'il est intéressé à une transaction, je vais voir ça comme étant un client potentiel, transaction potentielle, jamais je vais aller dire non à ça. Donc n'hésitez pas à reach out, là, c'est le terme anglais qui me vient à l'esprit, reach out à votre réseau actuel ou éventuel. J'ajouterais juste, nous aussi on fait un mapping, mais ce qu'on fait, puisque je fais depuis quelques années, puis c'est vraiment de rencontrer tous ces partenaires-là potentiels avant même qu'il y ait un projet d'acquisition, de fusion ou de vente. Donc, je connais tous les joueurs dans mon marché, au Québec, au Canada, ils me connaissent, je les connais par leur nom, je connais leur histoire de famille, je sais tout. Je trouve toujours des motifs, des raisons pour pouvoir les rencontrer, puis de bien les connaître aussi avant, sans être dans ce moment assez intense là, qui est une transaction. Donc, ça permet de bien les connaître. Puis ça, je pense que ça a l'air très simple, mais en même temps, ça fonctionne super bien aussi. La recherche, en fait. La recherche sur terrain, vraiment, sur tu vas, gens. tu cognes à la porte. Puis, J'aimerais juste ajouter, justement pour Laurent, en fait, le parrain de la cohorte actuelle, Pierre Marcouillet de Camoplace, quand il raconte sa méga acquisition qu'il a fait, ça a été 2 ans de fréquentation, à rencontrer tout le monde dans l'industrie, jusqu'au moment qu'il a été capable de faire l'acquisition qui changeait la dynamique de son organisation. 2 ans. Alors qu'on passe à avoir un plan, avoir une idée claire, un rationnel, et pas de le perdre pendant 2 ans. Donc, c'est réaliser des grandes transactions, c'est pas nécessairement... faut être patient de ce côté-là. Oui, monsieur. Hello. Et ce sera la avant-dernière question. Dernière question. Okay. Hello. First of all, thank you very much for this great session. My name is Oscar Orduz. I'm a geomatics engineer working as a manager in the transportation industry here. I'm an entrepreneur and I'm considering the MBA program. My question is this. When looking outside North America, based on your experience, what are your recommendations for key things to consider when looking at fusions or acquisitions, particularly in South America? Okay, so in South America, well, first of all, the thing you have to look at is the environment in terms of the legal framework, the rule of law. Does it exist? Are you comfortable with that? And also the policy risk. Understand very well the political context, how laws and regulations come into play in the jurisdiction. But the second thing is really the partner. I mean, I imagine you know in general where you want to go or what you want to do in terms of thesis of the investment thesis or the market you want to achieve. But sometimes, just to give an example, in some countries, it could be in Latin America, maybe less so in Latin America, but you know that residential is a very popular, construct residential real estate in growth markets is extremely important, trendy, huge population, young population. But in some countries, it's very regulated, so you don't necessarily want to be in the most trendiest, place in any market. So in South America, it's going to be the same thing. Typically, what you want to do is you want to meet the big players in a sector, and typically the big players will be focusing on the right sectors. And I'd say that it's the quality, it's really the quality of the partner. You want to look at the governance, the institutionalization of partners in those markets is very important. How they deal or what they think about corruption practices, how their all their ethic and governance rules are organized. So the level of institutionalization and, as I was saying at the beginning, the values of the partner. So it's partner first. In those markets, it's the partner is going to be executing your strategy locally when you go there. So it's the number one thing before anything else. The partner or the target, I'd say. And just making sure in terms of culture, I mean, often it's quite different. So making sure you do understand the culture of the company, but also of the country or the region where you are in, because sometimes it varies a lot and you cannot just come and think that you're going to have it your way. Like you have to be really immersed and really understanding also the culture where... Patient and, very patient. Get outside of your... Don't look at those markets with your glasses.
because everything is different. Don't expect. You need to learn and to immerse yourself, as you said, in those cultures for sure. That's why the partner is so. You need to. You say 2 years for a transaction. That's actually in growth markets. It's quite short. I mean, it takes years of spending a huge amount of time with those partners, understand how they work, how they underwrite, understand their families, and it's a lot of time to go around these issues. Thank you. Thank you. Bonsoir, mon nom est Yachar Mojib, finissant MBA 2016, et puis je suis directeur développement des affaires CEL Aerospace. J'aimerais vous entendre sur la politique de rémunération et les compensations des gestionnaires en place pour l'entreprise acquise. Personnellement, je n'ai pas l'expérience, mais peut-être que je ferai face à cette expérience-là. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. C'est très complexe. Ça dépend. C'est parce que c'est tellement spécifique, comme je disais au début, à la stratégie puis aux objectifs d'affaires qu'on a. Donc, la rémunération va conduire will drive behavior. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que ça prend de l'aide externe pour aussi faire du benchmark dans les différents marchés où vous le faites. S'assurer, évidemment, il y a la rétention qui est un élément important, mais comme j'ai dit, il y a aussi le comportement qui est drivé. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ta rémunération? Est-ce que tu veux de la collaboration? Auquel cas, tu as besoin des performance indicators reliés à la collaboration? Est-ce que tu veux plus mettre l'accent sur les rendements? Alors, de construire les formules de rémunération de façon appropriée pour le management, c'est juste très complexe, puis j'en ai fait beaucoup pour me rendre compte que l'aide externe est critique. C'est tout ce que je peux dire. Puis il faut vraiment penser en termes de rémunération globale, donc pas juste en termes financiers, mais tout ce qui est autour. Dans l'entreprise qu'on a acquis, pour nous, les vendredis après-midi, c'est congé. Pour moi, c'est un peu un enjeu parce que nos clients ont besoin de nous. Ils travaillent, eux autres, 7 jours semaine. Sans blague, nous autres, on est là 4 jours et demi. Fait que pour moi, c'est un gros enjeu, mais je savais que cette bataille-là, je ne pouvais pas la gagner. Il fallait que je fasse un deuil de ça parce que ça ne pouvait pas changer. Donc, en termes de rémunération, ça va de la reconnaissance, ça va du salaire, mais ça va aussi de la reconnaissance de tout ce qui tourne autour, que ce soit la bière chez vous ou autre. Donc, il faut vraiment le voir aussi en termes de rémunération globale parce que ce n'est pas juste financier l'incentive pour certains employés. Donc, il faut s'assurer qu'on touche à tous les aspects de la rémunération. Puis moi, je n'ai pas eu nécessairement l'opportunité de négocier de la rémunération. Puis dans le cadre de mes activités, je ne le fais pas non plus. Je ne suis pas un expert en rémunération. Mais ce que je peux peut-être partager, moi, c'est l'expérience que j'ai lorsque je représente des fonds d'investissement. Comme Rita le mentionnait, de l'objectif de vouloir fidéliser, d'attacher le management. C'est une des choses qui, moi-même, dans le cadre de mon travail de vérification diligente, d'analyse de l'entreprise, lorsque je fais une acquisition pour un client qui est acquéreur, qui est un fonds d'investissement, c'est une des choses dans l'analyse de la convention d'actionnaire, des droits, des stock option plans, qu'il faut absolument que je prenne en compte parce que je sais que c'est primordial pour ces clients-là. Et je pense, je soupçonne, je ne sais pas, mais je soupçonne, c'est probablement même que les fonds ont enseigné ça maintenant et que c'est pour ça qu'on retrouve l'importance d'avoir des incitatifs pour le management à long terme maintenant dans toutes les transactions. C'est que c'est vraiment la clé lorsqu'on parlait du qui plutôt que du quoi, mais il faut walk the talk et rattacher ça à des moyens financiers ou autres. Ouais. Moi, j'ajouterais quelque chose à ça, c'est qu'on pense beaucoup en termes d'incitatifs de la rémunération. Commençons dans bien des cas à se débarrasser des désincitatifs. Parce que des fois, il y a des effets pervers de la rémunération. Donc, avant de penser à un système de rémunération qui va encourager certains comportements, des fois, il y a déjà des éléments dans la compensation qui découragent. Et parfois, juste se débarrasser de ces éléments qui découragent, c'est déjà améliorer le système de rémunération en vue de l'atteinte des résultats. Parce qu'en effet, un système d'incitatif là-dedans, il y a toujours des effets pervers d'un côté et de l'autre. Débarrassons-nous des incitatifs. En fait, moi, ce que j'ai retenu aussi, ou ce que je retiens à ce stade, parce que je ne sais pas tout, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller non plus trop dans le détail, parce que tu as toujours une arme à deux tranchants. À un moment donné, il y a des grands principes qu'il faut mettre en place, mais on ne pourra jamais régler tous les détails des systèmes de rémunération.
et la reconnaissance et les symboles, vous l'avez souligné, prendre en compte le côté humain, reconnaissance, et des fois, c'est de soulager des soucis de système de rémunération. Et ne jamais sous-estimer l'importance de la bière. C'est peut-être le temps de la bière. Merci beaucoup, avocat, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Dernier mot. Vous savez, parce que je vois les étudiants de MBA ici, là. Juste hier, vous savez, maintenant au MBA, la question de devenir entrepreneur après le MBA devient de plus en plus importante. Hier, des gradués de l'an dernier ont acheté une entreprise. Ils ont fait leur closing d'entreprise. Donc, c'est une autre façon. Les acquisitions aussi, c'est un moyen de réaliser des projets d'entrepreneurship. Et c'est pas fou comme idée du tout. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Merci. Merci à notre équipe technique. Merci à Stéphanie qui vous a accueillis, qui a pensé à ce concept de panel. C'est grâce à elle que nous avons réussi à réunir ces personnes. Tu parlais beaucoup de qui, mais les qui, ce soir, ont comme prénom Rémi, Pascal, Rita-Rose, Guillaume et bien sûr Louis. Et d'ailleurs, pour vous remercier, lorsque vous êtes venus au IMBA, vous avez fait beaucoup de réflexions, on continue d'en faire, pour vous remercier. Petit cadeau ce soir, un livre, dans le cas de Rita-Rose et de Pascal, coécrit par Louis. Et pour Rémi et Guillaume, ce livre, ce fameux classique de Laurent Lapierre, On gère comme on est. Alors, je vous dis merci de votre présence et à la prochaine.